Bonjour à tous, bienvenue. Donc on est ravi de vous accueillir ce jour pour un webinaire sur la CSRD et plus spécifiquement sur le sujet de la CSRD, la mesure d'impact environnemental. Donc là, vous êtes connectés soit via Livestorm, soit LinkedIn. On va démarrer. Donc là, une nouvelle fois, le focus sur les interactions entre CSRD et ce sujet d'impact environnemental. Pour mener à bien ce webinaire aujourd'hui, donc on sera quatre. Donc moi-même, Max Hervé, moi je suis associé fondateur au sein de Bartol. Christophe Girardier, qui est président de Green Impact. Bonjour. Grégory Darcy, directeur du développement durable de Chantel. Et Louis Reynaud Delage, qui est manager chez nous, qui travaille sur les sujets d'empreinte environnementale et sociale. C'est très vite sur l'agenda, donc on reviendra très succinctement, rassurez-vous, sur Bartol et Impact, avant de revenir de manière succincte également, sur les fondamentaux de la CSRD que beaucoup d'entre vous doivent aujourd'hui connaître. Et on fera le focus sur la dimension environnementale de la CSRD. Et Christophe et Grégory développeront la méthode OF et comment elle peut être appliquée dans le cadre de la CSRD avec un cas concret, c'est le cas Chantel, qui sera décliné, et on terminera par une session de questions-réponses vers 13h. Très succinctement concernant Bartol, donc nous sommes un cabinet de 280 collaborateurs. Notre cœur de métier, c'est la transformation. Euh, et on a une prise de conscience dès 2018 sur les enjeux environnementaux, sociétaux. Donc, on est devenu Bicorp en 2019. On a mis en place pas mal d'actions autour de ces sujets-là. On vient de finaliser également notre convention d'entreprise pour le climat, sur lequel Bartol fait partie de la communauté des cabinets de conseil à visée régénérative. Et on a développé, dès 2018, une activité autour des sujets RSE, ESG, avec une équipe qui a mené 60 missions ces derniers mois et qui couvre évidemment les sujets CSRD, qui est le sujet du jour, mais on travaille sur les sujets aussi de changement climatique, de biodiversité, d'inclusion, d'engagement et territoire, les sujets de vulnérabilité ou de mesures d'impact. Voilà, concernant Bartol, je passe la main à Christophe. Pardon. Eh bien, bonjour à tous, si vous m'entendez tous. Donc voilà. Merci Max Hervé. Donc je me présente Christophe Girardier. Je suis président de Green Impact, qui est une jeune start-up créée en 2017 et qui a mis au point la première plateforme, comme vous le découvrez sur le slide là, la première plateforme digitale qui propose une vision globale de l'empreinte environnementale des produits et des organisations. Global, et ce sera le cœur de ce webinaire, puisque cette plateforme a la caractéristique d'avoir modélisé la nouvelle doctrine scientifique de l'Union européenne, c'est-à-dire les méthodes PEF et OF, sur lesquelles je vais revenir, et notamment des méthodes qui sont aujourd'hui considérées comme le cadre de référence par l'Union européenne, notamment dans le cadre de la directive CSRD, et Max Hervé et Louis vont vous en parler très bien dans quelques instants. Alors, nous accompagnons les entreprises sur des grandes pratiques comme l'évaluation et la réduction de l'empreinte environnementale de leur organisation, donc au niveau entreprise ou de leurs produits, avec des problématiques d'éco-conception pour les produits, d'affichage environnemental, vaste sujet aujourd'hui, mais aussi et surtout d'accompagnement des entreprises pour justement gérer le volet environnemental de la directive CSRD et tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous seulement de mesurer l'empreinte, mais de décrypter ces facteurs explicatifs et évidemment d'identifier les leviers pour la réduire par des plans d'action, des trajectoires ou des démarches comme SBTI par exemple. Voilà, donc même jeune entreprise, nous avons la chance d'avoir la confiance d'un grand nombre d'acteurs. Il y a aujourd'hui environ 1500 utilisateurs de la plateforme Green Impact et nous avons beaucoup travaillé dans les secteurs de l'industrie, de la distribution, notamment l'industrie textile, l'agroalimentaire, l'énergie ou même les médias. Et puis, nous avons eu la chance, l'honneur et l'avantage, si j'ose dire, d'avoir été retenus par la Commission européenne elle-même pour justement, avec notre plateforme Green Impact, mettre en œuvre une partie de ces réglementations, dans le cadre du Green Deal notamment, le nouveau règlement pour l'éco-conception sur lequel je reviendrai. Voilà pour cette présentation rapide. Merci Christophe. Donc je vais poursuivre, je vais prendre rapidement la main pour revenir sur les grands enjeux, les grands principes de la CSRD. Donc tout est né dans le cadre du Green Deal,
Green Deal que vous connaissez, hein, qui a pour objectif d'embarquer les 27 pays européens dans leur transition aussi bien écologique que sociétale, avec pour ambition devenir le premier continent neutre pour le climat d'ici 2050. Donc avec pas mal de textes sous-jacents autour de l'industrie propre, de la biodiversité et évidemment la CSRD. Donc sur la CSRD, vous le savez, en 2024, entrée en vigueur de la CSRD pour les entreprises sont déjà soumises à la NFRD. Donc là-dessus, peut-être pour un éclairage, avec la déclinaison sur la DPEF, en tout cas pour les entreprises françaises, une entreprise comme EDF qui a fait le lien entre la CSRD et la DPEF, on a 45% en fait des travaux qui sont consistants entre les deux. Donc il y a 55% d'informations qu'il faut aller chercher pour être conforme et complet sur le sujet de la CSRD. Et après, on voit que la déclinaison 2026-2028, on a de plus en plus d'entreprises qui vont être concernées par le sujet. Derrière la CSRD, c'est deux nouvelles exigences. D'une part, c'est une exigence en termes d'exhaustivité d'information et d'un cadre normatif beaucoup plus clair. Donc et également une exhaustivité plus large en termes d'entreprises. On va passer de 9 000 à 50 000 entreprises européennes qui seront encore concernées à partir de 2027. Après, voilà, sur les standardisations, obligations de reporting et des prérequis, notamment l'analyse de la double matérialité sur lequel Louis va revenir, avec des indicateurs clés qui sont définis par ce qu'on appelle les ESRS, sur lesquels on reviendra également. Derrière, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de la CSRD? En gros, là-dessus, il y a deux optiques distinctes. Il y a soit on en fait un nouveau sujet de compliance. On va faire du reporting pour être compliance par rapport aux exigences européennes. Et on trouve, en tout cas, chez Bartol et Greenpact, ça serait bien dommage, alors qu'on peut faire un vrai levier de transformation. Et pour nous, c'est bien l'enjeu, et c'est ce que nous recommandons à nos clients, c'est d'une part de se servir de la CSRD comme une boussole en fait stratégique pour re-questionner le modèle de l'entreprise, son modèle d'affaires, et définir une trajectoire qui permette de pérenniser le modèle de celle-ci. Il y a un enjeu de sponsorship, évidemment, si on veut porter la CSRD comme un véritable levier de transformation, il faut que ce soit porté au plus haut niveau de la direction générale, au niveau du comité exécutif, pour apporter un niveau d'ambition qui aille au-delà du réglementaire. Troisième aspect, c'est la transformation, et c'est aussi beaucoup de transversalité, parce que pour mener à bien ce sujet et porter les plans d'action et les trajectoires nécessaires, ça va concerner beaucoup de directions, soit évidemment les directions RSE, mais également les directions financières, de l'audit, des RH. Donc voilà, plus on a d'acteurs en transversalité, plus on arrive à créer un élan collectif autour de ce sujet pour une nouvelle fois à faire un vrai projet de transformation au sein des organisations. Et le dernier point, c'est le change, c'est donner du sens à tout ça. Une nouvelle fois, si on en fait de la conformité, on va avoir un sujet d'experts techniques très siloté. Par contre, si on en fait un projet de transformation, on a un enjeu de donner du sens à tout ça pour qu'on puisse porter et générer de la valeur autour de la CSRD. Voilà sur ces quatre principes auxquels on croit derrière. Voilà, l'opportunité que constitue la CSRD, ça me permet de définir une vision qui est résolument durable et mener cette transformation avec 6 points qu'on met en avant. C'est une manière de renforcer la stratégie, notamment sur les questionnements sur les risques, les opportunités, la vulnérabilité des chaînes de valeur à travers l'analyse de la CSRD. Deuxième point, c'est aussi une opportunité d'identifier de nouveaux business. Le troisième point, c'est un enjeu aussi défensif de sécuriser les risques ESG, mais aussi financiers, d'identifier les risques environnementaux, sociaux. Donc, c'est une nouvelle, je dirais, cartographie, analyse de ces risques-là qui nous permet d'être encore plus matures et d'anticiper et donc d'avoir des actions de mitigation adaptées à celles-ci. Après, il y a un enjeu d'objectivation et de suivi de l'impact avec une démarche qui est systémique, qui est reconnue, avec une vision qui est scientifique des enjeux et de se doter d'indicateurs qui sont standardisés. Après, il y a un enjeu de création de confiance, il y a un enjeu de dialogue, de participation et de réponse aux attentes des différentes parties prenantes, et aussi bien internes qu'externes, partenaires, fournisseurs ou parties prenantes. Et le dernier point, c'est une logique de comparaison dans le temps avec ses pairs. Effectivement, quelque chose qui est beaucoup plus normé aujourd'hui qu'un bilan carbone, par exemple. Donc, ça nous permet ici d'avoir une facilitation dans la comparaison avec les pairs et évidemment de pouvoir se projeter, de s'améliorer dans le temps. Et l'enjeu, il est là, c'est bien le lien avec cette trajectoire et la capacité transformative de la CSRD si on l'utilise à bon escient.
Donc voilà pour cette courte introduction. Je vais passer la parole à Louis qui va rentrer plus dans le vif du sujet de la SSRD et de son lien avec l'empreinte environnementale. Merci beaucoup, Max Hervé. Donc, au cœur de la CSRD, Max Hervé l'a dit, il y a la double matérialité. Donc, la double matérialité, c'est à la fois la matérialité d'impact, c'est-à-dire comment l'entreprise impacte son écosystème et ses parties prenantes, d'une part, et la matérialité financière, qui est comment l'entreprise est impactée par son écosystème, par ses parties prenantes, et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'opportunités et de risques. Et donc, l'EFRAG a établi un certain nombre de lignes directrices pour aider les entreprises à travailler cette double matérialité. Et ça commence par comprendre sa chaîne de valeur, donc de l'amont à l'aval. La particularité de la CSRD aussi par rapport à d'autres réglementations, c'est qu'on ne regarde pas seulement les activités opérées, mais on va regarder aussi ce qu'on appellerait en bilan carbone le scope 3, c'est-à-dire ce dont l'activité dépend. Donc en amont, les fournisseurs, mais aussi en aval, les clients, par exemple. On va regarder l'ensemble des parties prenantes sur cette chaîne de valeur. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs chaînes de valeur si on a des activités vraiment différentes, de nature différente ou dans des territoires différents. Ces parties prenantes, ils vont être très importants parce que la CSRD nous demande de les impliquer dans ce travail. Donc, il y a une vraie dimension collective d'aller interroger les parties prenantes qui sont liées à notre activité. Donc, à la fois les collaborateurs, mais aussi potentiellement nos fournisseurs, nos clients, éventuellement des personnes de la société civile qui ont un intérêt vis-à-vis de l'entreprise. Et puis, on va travailler sur quels sont les éléments d'impact de l'entreprise à partir d'un jeu d'enjeux ESG. Et on va regarder aussi quels sont les risques, les opportunités pour l'entreprise. Et il y a un enjeu, et il est clairement dit dans le texte, de ne pas s'arrêter à ce niveau-là, pas simplement à dire on a tel impact, on a tel risque, on a telle opportunité, mais de mesurer les impacts et de donner des indications sur leur évolution dans le temps. Donc il y a un vrai enjeu qui est dans le texte de loi sur la mesure d'impact. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à l'analyse de double matérialité, mais il faut bien prendre en compte cette dimension-là. Ensuite, la CSRD s'appuie sur des normes qui sont standardisées, qui sont les ESRS. Il y a d'abord les normes transverses que sont les ESRS 1 et 2. Le ESRS 1 va définir l'architecture du reporting extra-financier et le ESRS 2 va dire qu'est-ce que vous devez mettre obligatoirement dans votre reporting de durabilité. Donc, je vais y revenir juste après. Et ensuite, on a les normes thématiques, donc qui sont transversales, transsectorielles. On a 5 normes sur l'environnement, le climat, la pollution, l'eau et les ressources climatiques, les ressources marines, pardon, la biodiversité et puis l'utilisation des ressources et l'économie circulaire. On a 4 ESRS sociaux, donc à la fois la partie collaborateur et la partie travailleur dans la chaîne de valeur, les communautés affectées et puis les consommateurs et utilisateurs finaux. Et enfin, on a un ESRS qui porte sur la gouvernance, donc l'éthique et la conduite des affaires. Voilà. Et donc ces 12 ESRS-là sont des ESRS qui peuvent s'appliquer à toutes les entreprises, quel que soit le secteur. Et on attend d'ici juin 2024 le développement des ESRS sectoriels, donc secteur par secteur. Donc, il y a encore des éléments qui vont arriver et qui vont donner des indications aux entreprises sur ce qu'elles doivent reporter en fonction de leur secteur d'activité. Alors, dans le SRS 1, j'en ai un peu parlé, mais on nous dit en gros quel est le cadre de ce reporting. Donc, on nous explique les ESRS, on nous explique ce que c'est que la double matérialité, on nous explique cette notion de due diligence qu'on va retrouver dans une autre directive européenne qui va sans doute arriver dans les prochaines années, qui est la due diligence. Donc, être en capacité d'avoir un devoir de vigilance sur ses activités et sur sa chaîne de valeur. Le SRS1, elle donne aussi un horizon de temps. La spécificité de la CSRD, c'est que non seulement il faut comprendre quels sont nos risques, nos opportunités à court terme, mais aussi à moyen et long terme, de même pour les impacts. Elle nous dit comment on doit structurer notre reporting et elle donne aussi des liens avec les autres reportings, les autres informations. Le SRS2, elle donne 4 dimensions qui doivent absolument figurer dans le reporting. Il faut expliquer comment on crée une gouvernance autour des sujets, des défis durabilité qui sont les nôtres. Donc, qui s'en occupe, quels sont les rôles, quelles sont les responsabilités. Deuxièmement, quelle est la stratégie? Alors, est-ce qu'on a défini une vision claire sur ces sujets-là, un plan d'action clair? Comment on travaille? Il y a évidemment ce sujet des impacts, risques et opportunités, comment ils sont identifiés pour chaque aspect, donc sur les sujets climat, sur les sujets biodiversité, etc. Et quels sont les indicateurs qu'on doit utiliser pour chacun de ces aspects, et aussi quelles sont les cibles, c'est-à-dire les objectifs qu'on se donne, par exemple sur le climat,
30% de réduction d'ici 2030. Donc, c'est des objectifs qui vont être chiffrés. Voilà. Et donc, une fois qu'on a cette base-là et ces éléments de contexte-là, on peut rentrer dans cette analyse de double matérialité. Alors, à l'origine de la double matérialité, il y a la nécessité de faire une revue documentaire, de comprendre qu'est-ce qui existe déjà dans l'entreprise, qu'est-ce qui existe aujourd'hui aussi en termes d'enjeux, de défis de durabilité dans l'écosystème, chez les concurrents. Ça peut être intéressant de faire un benchmark et de faire une revue documentaire aussi sur ce que dit la littérature sur les risques et opportunités qui peuvent exister dans un secteur d'activité particulier. Et ensuite, on va avoir 82 thèmes et sous-thèmes qui sont reliés à nos 12 ESRS et qui nous permettent d'identifier les sujets sur lesquels potentiellement l'entreprise va être concernée. À partir de ces sous-thèmes, on va définir un univers des enjeux, qui sont les enjeux dont on pense qu'ils concernent l'entreprise, et on va les confronter à notre chaîne de valeur. Et à partir de cette liste d'enjeux, on va essayer de définir quels sont les impacts positifs ou négatifs qu'on a. Par exemple, sur le climat, on peut avoir des impacts négatifs, c'est-à-dire émettre des gaz à effet de serre, mais on peut aussi générer des émissions évitées, voire avoir un modèle qui stocke du carbone. On va regarder aussi les risques et les opportunités par rapport à ces enjeux. Par exemple, sur le climat, il y a un risque physique, c'est-à-dire que nos infrastructures peuvent être sensibles au réchauffement climatique. Il peut y avoir des risques de transition par rapport au climat, c'est-à-dire comment on fait évoluer notre modèle d'affaires, notre activité économique, et qu'est-ce que ça peut nous coûter potentiellement. Mais il peut y avoir aussi des opportunités, par exemple, dans certains secteurs, par exemple EDF va avoir des opportunités de développement des énergies renouvelables liées à cet enjeu du changement climatique. Et puis, on va, à partir de cette liste d'impact, risque et opportunités, on va les évaluer, les noter. On va faire ce qu'on appelle une cotation. Donc, la CSRD donne un certain nombre d'éléments pour comprendre à quel point ces impacts, ces risques et ces opportunités sont matériels d'un point de vue de l'impact et d'un point de vue financier. Et les éléments qui, à l'issue de cette notation, vont être jugés matériels, on va les agréger et ça va nous donner les thèmes de reporting sur lesquels on va devoir travailler. Et en fait, c'est sur cette base qu'on va ensuite travailler. Et donc là, je fais un focus plus particulier sur la partie environnementale, mais évidemment, quand on a identifié nos impacts, risques et opportunités matérielles, il peut y avoir aussi des éléments sociaux, sociétaux et des éléments de gouvernance. Mais plus spécifiquement, donc, on retrouve 5 ESRS environnementaux, donc climat, pollution, ressources aquatiques, biodiversité, économie circulaire. Et si, et seulement si, on a des impacts, des risques, opportunités liés à ces enjeux qui sont considérés comme matériels, alors on va devoir élaborer 4 dimensions, définir des politiques sur ces sujets clés, s'assurer que ces politiques sont alignées d'ailleurs avec la stratégie globale de l'entreprise et avoir une cible concrète à atteindre. On va définir des actions, des plans d'action concrets. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour réduire notre empreinte carbone? Qu'est-ce qu'on fait pour réduire notre pollution? Comment on agit sur les ressources aquatiques et marines, etc., etc. On va définir des objectifs, des cibles en relatif et en absolu, donc par rapport à l'entreprise, donc une diminution, par exemple, par rapport aux émissions de carbone, mais ça peut être aussi en absolu, c'est-à-dire le nombre de tonnes de CO2 qu'on est censé réduire. Il y a une inscription claire dans la CSRD que on doit s'aligner en théorie avec les accords de Paris, donc de 1,5 degré Celsius. Et donc, il y a normalement besoin d'avoir une trajectoire bas carbone qui est conforme au SBTI, avec des échéances, des échelons pour arriver à cet objectif de décarbonation. Et puis, il y a un sujet de mesure d'impact. Et c'est le cœur de notre sujet, et ça va me permettre de faire la transition avec ce que doit nous présenter ce que vont nous présenter Christophe et puis Grégory ensuite, c'est la mesure d'impact. La mesure d'impact, ça signifie que l'entreprise doit mettre en œuvre des moyens concrets pour comprendre sur chacun des impacts qu'elle a jugés matériels où elle se situe. Donc ça veut dire que sur le climat, elle doit être en capacité de mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Sur la pollution, elle doit être en capacité de mesurer les émissions de particules fines, par exemple. Ça peut être aussi la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Il y a plusieurs types de pollution et des indicateurs associés à chaque fois. Sur les ressources aquatiques et marines, on va aussi avoir des éléments à la fois sur la consommation de l'eau, mais aussi sur la pollution de l'eau et sur voilà, le rejet des eaux usées. Sur la biodiversité et écosystème, on va avoir des éléments sur l'usage des sols
sur les microplastiques, sur un certain nombre de dimensions. Et puis sur l'économie circulaire et l'usage des ressources, on va avoir des éléments sur les matières premières utilisées et sur à quel point le modèle est circulaire ou non. Et donc ça se mesure. Il y a des indicateurs concrets qui sont donnés, qui sont explicités dans la CSRD, que l'EFRAG a notamment mis à disposition via sa liste des points de données. Et surtout, le texte de la CSRD est très clair sur comment on doit les mesurer. Donc dans le texte, vous pouvez aller regarder dans le texte en droit européen, mais qui est transcrit du coup en droit français. Il est écrit que ces normes de durabilité doivent être cohérentes avec les autres dispositions du droit de l'Union, et elle fait référence à plusieurs dispositions, et notamment une recommandation qui a été émise en 2013 par la Commission et qui réfère en fait aux méthodes d'analyse sur l'ensemble du cycle de vie des produits des organisations, et qui est en fait la méthode PEF et OF. Donc cette recommandation de 2013, elle porte spécifiquement sur la méthode PEF et sur la méthode OF, qui est donc cette méthode sur laquelle Christophe va revenir, qui a été construite par le Joint Research Center et qui a été approuvée par l'Union européenne, et qui est la méthode du coup que l'Union européenne favorise, demande d'utiliser pour mesurer ses impacts sur la partie environnementale. Voilà. Et ça permet de faire la transition, et je passe la parole à Christophe pour vous présenter plus en détail cette méthode. Merci beaucoup, Louis. Tout le monde m'entend, je pense, oui. Merci beaucoup. Juste une petite précision sur ce que tu as dit, Louis. La recommandation dont tu fais parler, il y en a eu plusieurs. La dernière, puisque les méthodes, la première recommandation date effectivement de 2013, mais les méthodes PFOF adoptées par l'Union européenne comme référence ont évolué, et la dernière recommandation date de 2021, puisque la méthode évolue et en est à sa troisième version aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, je suis très heureux de contribuer à ce webinaire, et donc avec une bonne cohérence dans la brillante présentation que vient de vous faire Bartol. Moi, je vais vous parler donc de cette approche des méthodes OF et PEF pour justement répondre aux exigences de la directive CSRD s'agissant de la partie environnementale. Alors, je commencerai mon propos simplement par cette slide rapide pour vous dire qu'en matière environnementale, et quand on lit la directive CSRD, comme l'a dit Louis, on voit bien que les enjeux dépassent l'empreinte carbone. On parle de biodiversité, on parle de l'utilisation des ressources, notamment en eau, et j'en passe. Et c'est vrai qu'en matière environnementale, vous allez le voir, quand on ne voit pas tout, on ne voit rien, et en particulier, le simple prisme de l'empreinte carbone ou des bilans carbone s'avère très limité, en particulier pour l'application de la directive CSRD. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadre méthodologique? Eh bien, je viens de dire que ce cadre, donc en fait, le JRC, c'est le Joint Research Center, qui est en fait le bras scientifique de la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui a mené un travail de 10 années, qui a conduit à la première recommandation en 2013 et la dernière en 2021. Donc, cette recommandation porte sur l'usage des méthodes OF et PEF pour l'évaluation et l'analyse de l'empreinte environnementale des produits et des organisations. OF pour Organization Environmental Footprint et PEF pour Product Environmental Footprint. Alors, la particularité de ces méthodes, qui ont un point commun, puisque elles fonctionnent sur le même référentiel et sur le même socle scientifique, il y a juste un volet d'exploitation de cette méthode au niveau produit ou au niveau organisation. Alors, vous le découvrez là, le premier principe de ces méthodes, c'est qu'elles définissent, excusez-moi, elles définissent l'empreinte environnementale des produits des organisations au travers d'une pluralité de catégories d'impact. En l'occurrence, 16 catégories d'impact, dont l'empreinte carbone. Autrement dit, l'empreinte carbone est une des catégories d'impact de la définition de l'Union européenne de l'empreinte globale. Et donc, la particularité de ces 16 catégories d'impact, c'est qu'elles couvrent la plupart des impacts de l'activité humaine sur la planète, mais surtout, elles permettent de reconstituer ce qu'on appelle les 9 limites planétaires, qui est un principe admis par les Nations Unies et par l'Union européenne, qui est ces 9 enjeux planétaires
qui contribuent, lorsqu'elles sont dépassées, à la déstabilisation de la planète tout entière et donc de l'ensemble de ces écosystèmes. Rappelons, non pas pour plomber l'ambiance, que 6 de ces 9 limites sont, d'après la science, déjà dépassées. Et donc, juste un petit point par rapport à ce que disait Bartel, vous voyez bien que la CSRD, un bilan carbone ne serait pas suffisant pour mettre en œuvre la CSRD. L'intérêt de cette approche, c'est de prendre en compte toutes ces méthodes. Autre élément important que vous devez avoir en tête, c'est que chacune de ces catégories d'impact sont traitées par une méthode de caractérisation qui définit la façon d'évaluer ces catégories d'impact. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que même dans les bilans carbone, souvent, tout le monde dit moi j'ai une méthode qui est conforme au GHG protocole, ce qui est très bien déjà, mais le GHG protocole laisse la porte ouverte à beaucoup d'interprétations des orientations du GHG protocole. L'intérêt de la méthode OF et PEF de l'Union européenne, c'est qu'elle définit aussi la méthode de caractérisation des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a là une norme qui ne laisse pas place à l'interprétation et qui permet évidemment non seulement de répondre aux exigences de la directive CSRD, mais aussi pour le niveau produit. Cette semaine même, le Parlement européen va voter une nouvelle législation, et non pas directive. La directive doit être retranscrite dans le droit des États. La législation, elle, s'impose à tous les États. Je veux parler du règlement sur l'éco-conception, qui lui également requiert une vision systémique et globale de l'empreinte environnementale. Alors, l'autre principe des méthodes OF ou PEF, c'est que vous avez donc à mesurer 16 catégories d'impact, mais ces méthodes définissent un score environnemental pour un produit ou pour une organisation, et ce score est la résultante d'une normalisation et d'une pondération de chacun des résultats sur les 16 catégories d'impact, et qui donne lieu à un score qui permet d'évaluer l'empreinte globale d'une entreprise ou d'un produit. J'ajoute à ça, et je termine là-dessus, que cette méthode, s'agissant de la partie produit, impose de mesurer les impacts tout au long du cycle de vie, donc des matières premières qui ont permis de créer le produit jusqu'à la fin de vie. Alors, vous voyez que ce cadre méthodologique, il est non seulement, très cadré, et il donne véritablement un chemin pour justement non seulement appréhender l'empreinte environnementale dans sa vision globale et systémique, mais aussi pour répondre aux exigences de la directive CSRD, dont le bilan carbone uniquement ne permettrait pas de mettre en œuvre. Alors, je voulais juste vous dire comment on passe de la partie produit à la partie organisation. Et c'est là tout l'intérêt. Je vais beaucoup cibler mon propos sur l'OF, mais l'OF n'est ni plus ni moins qu'une conséquence du PEF. Je vous donne cet exemple, vous voyez, où vous avez là. Alors attendez, pardon, parce qu'en fait, j'ai pas mes animations, donc tout est peut-être arrivé en même temps, mais c'est pas grave. Vous voyez que prenons le cas d'un exemple qui va vous être montré. Avec, et j'en profite pour le saluer, je le présenterai tout à l'heure, de Grégory du groupe Chantel, où dans le cas d'une entreprise du profil de Chantel, eh bien, le PEF commence par l'évaluation des produits qui se trouvent constitués en grande partie le scope 3 qui se trouve être majoritaire. Donc, l'articulation PEF-OF fait que on évalue les produits tout au long du cycle de vie. Ces produits sont agrégés pour reconstituer l'ensemble des scopes de l'empreinte globale. Alors évidemment, les produits, mais également les scopes 1 et 2, avec évidemment les usines, les entrepôts, les sièges, que sais-je encore. Donc, ce qui est symbolisé par la représentation que je vous montre. Et donc, c'est la méthode PEF et l'articulation PEF-OF permet justement de décrypter tout le niveau désagrégé du scope 3, qui est bien souvent, pour beaucoup d'entreprises, et en l'occurrence pour Chantel, dont vous allez découvrir le business case, si j'ose dire tout à l'heure, où le scope 3 est l'immense majorité des impacts de l'entreprise. Voilà, alors attendez, j'ai pas pris la bonne... voilà.
Alors évidemment, cette approche produit-organisation permet d'évaluer l'ensemble des scopes. Alors, on parle de scope pour le bilan carbone, mais là, je le prends dans la vision étendue, c'est-à-dire à la prise en compte de l'ensemble des composantes de la définition de l'empreinte environnementale telle que je viens de le définir. Alors, scope 1, 2 et 3, et l'enjeu étant en particulier scope 3, comme je viens de le dire. Vous avez là la présentation des scopes sur lesquels beaucoup doivent être familiers. Les scopes 1 et 2 étant les scopes, en gros, les impacts directs, le scope 3 étant les impacts indirects qu'on va trouver en amont ou en aval de l'activité de l'entreprise. Alors, je reviens sur les produits parce que justement, dans le cas d'une entreprise manufacturière, donc qui fabrique des produits ou des ingrédients, que sais-je encore, eh bien, le PEF impose de mesurer ces impacts tout au long du cycle de vie, et vous allez le voir dans l'exemple qu'on va pouvoir présenter et sur lequel Grégory va revenir, c'est précisément sur l'analyse par l'ensemble des étapes du cycle de vie que l'on va pouvoir véritablement trouver des leviers d'action au niveau produit qui, agrégés, vont permettre justement pas simplement de mesurer, mais de comprendre les impacts et surtout d'agir sur les bons leviers. Il faut savoir que cette logique que je vous présente, qui est une logique donc systémique de l'empreinte environnementale, permet justement ce que ne permettent pas aujourd'hui la vision un peu réductrice des bilans carbone, qui finalement vont peut-être remonter aux matières premières, mais qui vont finalement donner peu de leviers opérationnels et directs aux entreprises pour mettre en œuvre un plan de réduction, notamment auprès de leurs fournisseurs. Parce que dire, bon ben voilà, je vais réduire l'usage de ces matières, ou plutôt je vais supprimer ces matières quand c'est possible, c'est une bonne chose. Mais l'intérêt de plan d'action, c'est de pouvoir agir auprès des fournisseurs sur des leviers précis, que ce soit les conditions de fabrication des matières ou les différents process que l'on va décrypter avec cette approche. Alors justement, comment on met en œuvre concrètement cette méthode qui, vous l'avez vu, est donc une vision globale de l'empreinte environnementale. Eh bien d'abord, je vous montre ici les grandes étapes qui sont celles que l'on met en œuvre avec cette méthode. La première étape étant on va dire la modélisation de l'organisation que l'on cherche à évaluer. Donc typiquement dans le cas du volet environnemental de la directive CSRD. Et là, eh bien, on va modéliser l'ensemble des entités qui constituent dont on va mesurer les impacts, qui vont être regroupés selon les 3 scopes. Donc les usines, les entités, et puis évidemment les produits. La deuxième étape étant, et ça c'est un point très important, que définit la méthode, qui est la collecte des informations, on appelle ça les données d'activité, qui vont permettre justement de collecter l'information au bon niveau pour justement appréhender les impacts, leurs facteurs explicatifs et évidemment identifier les bons leviers d'éco-conception ou de réduction de l'empreinte. Alors, vous avez aussi toutes les 2 étapes qui sont l'intégration de ces données d'activité bien structurées dans la plateforme Glinpact dont je vais vous parler, qui est, on va dire, cette plateforme que nous avons créée et qui fait l'objet, entre autres, du partenariat que nous avons noué avec Bartal, qui permet justement de modéliser cette approche pour évaluer dynamiquement les impacts, identifier ces facteurs explicatifs et identifier les leviers d'action pour réduire l'empreinte. Donc voilà en gros les grandes étapes, avec évidemment un point important qui est la collecte d'informations, mais sur lequel Grégory reviendra sûrement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous avez à gauche vos entités et à droite les éléments qui composent le scope 3. Dans le cas d'une entreprise manufacturière comme Chantel, eh bien, c'est l'ensemble des analyses PEF reconstituées au travers de toutes les étapes du cycle de vie qui va permettre de construire, je dirais, de modéliser le scope 3 et surtout de le désagréger pour entrevoir des facteurs
pour entrevoir et identifier des leviers de réduction de l'empreinte environnementale. Alors, la plateforme Greenpact que nous avons créée, c'est ça sa spécificité, c'est qu'elle intègre dans cette plateforme l'ensemble des briques qui vont permettre de mettre en œuvre cette démarche avec OF, avec cette articulation PEF produit, reconstituant l'OF, et avec l'ensemble des fonctionnalités, c'est-à-dire l'intégration des données, l'évaluation de l'empreinte environnementale, l'éco-conception, ou même la simulation, on va le voir tout à l'heure, pour que lorsque tous les éléments sont là, on va pouvoir, lorsqu'on identifie des leviers d'action, il faut encore pouvoir simuler leurs effets en vue de construire des trajectoires et fixer évidemment des objectifs. Alors justement, voyons ça de façon plus concrète, mais je vais le faire très rapidement parce que Grégory va vous le montrer sur le cas concret de Chantelle. Hein. Mais voilà par exemple, en préalable des propos de Grégory, voilà par exemple la mesure de l'impact environnemental entre deux périodes, 2019 et 2023, pour Chantelle. Alors, le chiffre que vous découvrez, donc 16 186 points d'impact versus 6 259, je laisserai le plaisir, Grégory, de vous expliquer cette évolution. Ce chiffre représente le score global qui est l'agrégation de l'ensemble des résultats des catégories d'impact selon la méthode EF, avec évidemment l'application de la formule de pondération, de normalisation des catégories d'impact et de pondération. Le score est exprimé dans une échelle continue. Hein. Il n'y a pas de score à zéro, puisqu'il n'y a pas d'entreprise qui n'a pas d'impact, et il n'y a pas l'échelle est continue parce que, évidemment, selon l'activité de l'entreprise, le score peut être plus ou moins grand. Hein. Donc, vous avez vraiment un indicateur de mesure de l'empreinte globale. Alors, évidemment, cette empreinte peut être, encore l'exemple de Chantelle, répartie par catégorie d'impact, et c'est tout l'intérêt de cette vision systémique de l'empreinte environnementale. Ici, vous voyez, on se rend compte que dans le cas de Chantelle, et Grégory y reviendra, la contribution de l'empreinte carbone à l'empreinte environnementale globale de Chantelle, c'est dans le cas ici 27%. Alors, vous me direz 27, c'est beaucoup, mais enfin, c'est moins d'un tiers de l'impact. Donc, ça veut dire que avoir une vision uniquement fondée sur les émissions de gaz à effet de serre, qui sont importantes évidemment, donne une vision très réductrice, mais surtout, et ça c'est une chose dont certainement Grégory vous parlera, le fait d'avoir sincèrement une stratégie qui viserait à réduire ces émissions de gaz à effet de serre, c'est très bien, mais pas si, par le jeu des transferts d'impact, vous avez des pratiques qui conduiraient à avoir en fait une réduction de vos émissions de gaz à effet de serre, mais qui se concrétiserait par exemple, une dégradation d'autres catégories d'impact, l'utilisation des ressources fossiles, par exemple, l'utilisation des ressources en eau, ou que sais-je encore. Et vous allez voir un exemple tout à l'heure. Donc, cette approche permet d'éviter les transferts d'impact et de voir que finalement, un plan de réduction de l'empreinte carbone, de vérifier que ces actions permettent bien de réduire l'empreinte globale. Voilà un autre avantage de cette règle. Alors, voici un autre exemple où ici, on a l'exemple d'un groupe agroalimentaire, je dis bien un industriel, hein, dont je ne vais pas citer le nom parce que il ne l'a pas souhaité, a autorisé à prendre ses résultats, mais c'est simplement pour montrer que dans un autre domaine, vous voyez, ici, on a un groupe agroalimentaire où l'empreinte environnementale globale, où la contribution de l'empreinte carbone sur l'empreinte environnementale globale représente ici 33%. Donc, vous voyez, en moyenne, dans tous les exemples, alors ça dépend des catégories d'impact, enfin des secteurs d'activité, mais en gros, en moyenne, l'empreinte carbone pèse rarement plus, en moyenne je dis, hein, d'un tiers de l'empreinte globale, d'où l'importance de jouer sur cette vision systémique. Alors, si on reprend l'exemple de Chantelle, eh bien, on voit tout de suite qu'avec cette mesure, eh bien, le scope 3 de Chantelle, hein, pour l'année 2023, représente 97% de l'impact. Et c'est précisément souvent le parent pauvre des bilans carbone. Et c'est justement une des exigences de la directive CSRD, c'est justement de bien appréhender les enjeux, et en particulier dans le cas de Chantelle,
du scope 3. Et le scope 3, c'est quoi en gros? Eh bien, c'est les produits que fabrique ou que fait fabriquer Chantel. Et donc, évidemment, cette méthode prend en compte l'ensemble des postes d'émission de la définition qu'on donne, le bilan carbone, mais avec une vision beaucoup plus globale, comme je vous disais tout à l'heure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est entre autres, cette planche que vous voyez devant vous, où là, on comprend bien toute la substantifique moelle, si j'ose dire, du décryptage du scope 3 pour le cas de Chantel, où là, on a l'ensemble des produits de Chantel. Mais ce que vous découvrez ici, c'est la technologie Glimpact va permettre d'agréger l'ensemble des produits ou des collections sous la forme de ce qu'on appelle un macro-produit qui va consolider tous les facteurs explicatifs, notamment ceux que vous découvrez. Ce macro-produit représente en fait l'agrégation. On peut avoir plusieurs macro-produits, mais partons ici, le cas de figure est un macro-produit qui résume en gros l'ensemble des produits produits par Chantel. Et là, vous voyez, on ne se limite pas aux matières, on va identifier l'ensemble des facteurs qui jouent le plus dans l'empreinte des produits. Et en la matière, c'est le cas de le dire, on voit très bien que l'essentiel des enjeux environnementaux des produits de Chantel, ce sont les conditions de production, de production des matières et certains process industriels, notamment le process de teinture qu'on va voir tout à l'heure. Et vous voyez que cette vision-là permet là véritablement d'aller jusqu'à l'identification de véritables leviers d'action opérationnels pour l'entreprise. Alors, ceci est symbolisé dans ce diagramme. Alors, on appelle ça le diagramme de Sankey que génère dynamiquement sur la plateforme Glimpact, donc la plateforme. Et alors, ce diagramme se lit de gauche vers la droite, c'est un diagramme de flux. Plus les surfaces sont importantes et plus la contribution à l'impact global est importante. Donc, vous voyez qu'on commence ici la lecture de ce graphique, enfin de ce schéma. On voit ici les trois scopes, mais vous avez ici la vision globale, pas simplement limitée à l'empreinte carbone. On pourrait avoir le même schéma pour l'empreinte carbone. Vous voyez que les trois scopes 1, 2, 3, on voit que donc 92% de l'impact du groupe Chantel est lié au scope 3. Ensuite, on va désagréger tout cela, vous voyez, de gauche à droite. Ce sont les produits textiles, 98%, enfin, qui contribuent à 88% de cet impact, et avec une répartition entre les produits fabriqués dans les usines de Chantel et ceux fabriqués dans d'autres partenaires. Et si on avance encore dans le décryptage, on voit que 25% de l'impact est dû aux matières premières, 47% à certains process de fabrication. Vous voyez en particulier que la distribution dont on dit souvent « oulala, les vêtements qui viennent de très loin sont forcément dramatiques », eh bien, vous voyez que, en l'occurrence, la part que représente le transport des produits des lieux de production aux lieux de consommation pèse 8% de l'impact. Je ne dis pas que c'est pas un enjeu, mais il n'a pas grand-chose à voir avec ces deux enjeux-là qui sont les matières premières, les fabrications. Et si on va jusqu'au bout du process de désagrégation dans la plateforme Glimpact à travers la méthode PEF, eh bien, on peut identifier, vous voyez, que les matières qui sont en cause, et vous voyez, on voit que rien que le process de nature, pour le cas de Chantel, contribue à 42% de l'impact. Vous voyez que on pourrait, vous avez là toute la substantifique moelle, si j'ose dire, de l'intérêt de cette méthode qui va permettre non pas de rester à des conclusions du type bon, je vais pas utiliser ces matières, au moins les utiliser, mais on va véritablement au cœur même des différents leviers d'action sur lesquels l'entreprise va pouvoir agir dans ses usines ou vis-à-vis de ses fournisseurs. Voilà. Vous avez l'exemple de notre groupe agroalimentaire comment dirais-je, que vous découvrez, où là, vous voyez, Scope 3, 97%, c'est aussi un groupe industriel. Mais là, on voit que ce groupe, c'est l'ensemble de ces ingrédients qui constituent, comment dirais-je, 97% de son impact, avec une répartition sur la filière des produits de chocolat, de pâtisserie, de boulangerie. Et dedans, on va pouvoir aller décrypter quels sont les produits. Et on peut même aller plus loin, vous voyez, avec ce diagramme en soleil qui permet de visualiser les ingrédients, leur impact et leur contribution
voyez, ce graphique se lit de, voyez, en partant du centre vers le, voyez, on voit ici quels sont les ingrédients qui pèsent le plus. Et puis ensuite, pour la partie fèves de chocolat, quels sont et jusqu'à les différentes catégories de produits qui sont impactés par cela. Donc, toute cette dynamique permet d'être dynamiquement mis en œuvre dans la plateforme Gimpact à travers tout ce process que je vous montre. Alors, évidemment, tout ceci, et je vais en rester là pour donner la parole à Grégory, tout ceci permet évidemment de mener des simulations parce que la méthode que j'évoque permet à l'entreprise d'avoir un certain nombre de leviers industriels candidats pour un plan d'action visant à réduire l'impact. Vous voyez ici que je vous montre un exemple où on a pu non seulement identifier le levier, mais surtout simuler ses effets. Parce que un bon plan stratégique de réduction, c'est le fruit des enseignements qu'on tire de l'application de la méthode, mais surtout du croisement avec les choix industriels, les contraintes industrielles, économiques, voire politiques de l'entreprise, qui va choisir le meilleur agencement des leviers candidats pour arriver à son plan. Ici, vous voyez, on a simulé pour Chantel un des leviers importants qui est la réduction du poids des matières premières. Et vous voyez que en couplant, vous voyez à la droite de l'écran, 3 actions d'éco-conception. On a pu simuler dynamiquement dans la plateforme le passage à 100% recyclé pour le coton, diminution de 10% de la masse des matières, diminution de 30% de la masse des matières premières. Eh bien, vous voyez que l'ensemble de ces leviers permet de réduire de 26% l'empreinte globale de l'entreprise. Alors, tout ceci est théorique. L'enjeu, c'est que l'entreprise choisisse sa stratégie en fonction de ces différentes contraintes. Et c'est le bon moment de, comment dirais-je, de vous présenter Grégory, juste en terminant, voilà, en gros, et les concepts de la méthode et son implémentation dans le dispositif Gimpact que nous avons créé, et surtout son intérêt pour donc nourrir la mise en œuvre de la démarche CSRD. Donc, j'ai le plaisir de passer la parole à Grégory Darcy. Donc, Grégory est le directeur du développement durable du groupe Chantel, une entreprise que nous avons l'honneur, la joie et l'avantage d'accompagner dans des projets extrêmement pionniers. Je ne le dis pas par flagornerie, Grégory. Par exemple, Chantel a été la première entreprise, au mois de juin dernier, à afficher l'empreinte environnementale d'une grande partie de ses collections sur son site internet, selon la méthode PEF, qui est celle préconisée par le futur règlement sur l'éco-conception. En cela, Chantel est pionnière et s'est imposé déjà ce règlement avant tout le monde. Grégory, la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment avez-vous mis en œuvre cette démarche, et puis surtout, en quoi elle a pu nourrir votre réflexion et les besoins et les projets du plan stratégique de réduction de l'empreinte du groupe Chantel. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Déjà en 2 petits mots en fait pour présenter Chantel. Donc Chantel, c'est une entreprise de taille intermédiaire. On est à peu près 4100 collaborateurs au sein de l'entreprise. C'est une entreprise familiale qui aura bientôt 150 ans d'existence et notre cœur de métier, c'est la conception, la fabrication, la distribution de produits de lingerie. Vous connaissez peut-être notre marque depuis très longtemps. J'ai normalement quelques slides, mais qu'on va pouvoir passer après. Je sais que j'ai envoyé un PDF assez lourd au dernier moment, donc petit problème technique, mais on y arrivera. En fait, comment on est arrivé à utiliser la méthodologie européenne de l'Organisation Environmental Footprint? Finalement, ça s'est fait assez naturellement. Comment? Alors, tout d'abord, c'était la rencontre avec Gimpact. Le groupe Chantel a lancé entre 2020 et 2021 une ligne qu'on appelle Chantel One. Chantel One, c'est la première ligne de lingerie circulaire. Circulaire parce que, en fait, dans notre domaine d'activité, on a une vraie problématique sur la fin de vie de la corsetterie. La corsetterie, si vous connaissez en fait le montage d'un soutien-gorge, on a entre 25 à 30 composants différents qui sont du plastique, du métal, du textile.
Donc, vous imaginez bien que déstructurer ce type de produit en fin de vie pour être en capacité en fait de régénérer des matières et ensuite les réutiliser idéalement en boucle fermée, c'est assez compliqué. Donc, c'est le projet qui nous a animés dans le cadre de la ligne Chantel One, qui est encore en vente sur nos sites actuellement. Et avant de commercialiser ces produits, on avait besoin d'évaluer l'impact de nos produits par comparaison à d'autres produits permanents en fait vendus chez nous depuis plusieurs années. Et c'est comme ça en fait qu'on a sur les conseils de Glimpact testé très en amont la méthode du Product Environmental Footprint. Ça nous a permis effectivement de comparer nos produits, mais aussi d'identifier les hotspots qui étaient les prémices de notre démarche d'éco-conception. Suite à ça, donc moi je suis arrivé dans le groupe en début 2022. On était en plein dans la période pendant laquelle l'ADEME a sollicité les entreprises du textile habillement pour participer petit 1 à ce que l'on a appelé les Supporting Studies. Supporting Studies, c'est en fait un groupe miroir qui a été créé par l'ADEME pour tester la méthodologie PEF appliquée en fait pour l'apparel and footwear. Et donc, on y a répondu favorablement avec Glimpact et d'autres de nos confrères. Et puis, très rapidement, l'ADEME nous a sollicité aussi dans le cadre de son appel à projet qui s'appelait Xtex sur les méthodologies d'affichage sur le textile habillement. Donc, d'ailleurs, on continue à travailler avec bon nombre de nos confrères, sans les citer, Decathlon, Lacoste, DIM et bien d'autres, en fait, sur ces méthodologies, sur ces échanges. Donc ça, c'est la manière avec laquelle on est arrivé jusqu'au PEF. Et puis, en testant en fait le PEF par le biais des supporting, par le biais des Xtex, on s'est dit, bon, il faut qu'on aille plus loin et si on veut évaluer de manière globale notre portefeuille produit, parce que c'est plus intéressant que de travailler au produit unitaire, il est important en fait de pouvoir calculer l'impact environnemental pour 100% de notre portefeuille. Et donc, très rapidement, on s'est mis en œuvre pour faire en sorte de calculer cet impact sur l'intégralité de nos collections. D'abord, la collection d'automne-hiver 2022, printemps-été 2023. Et puis, de fil en aiguille, on est monté en capacité. Et puis, on avait une direction, on a toujours une direction qui est extrêmement engagée et qui, depuis le début, dans ma feuille de route, m'a dit, écoute, Grégory, il faut absolument que l'on travaille aussi à la décarbonation de notre activité. L'idée, c'était pas forcément, en fait, et là, je rejoins Christophe, je rejoins toutes les explications qui ont été faites tout à l'heure, de faire un simple bilan carbone. On était en train d'évaluer notre portefeuille produit. On s'est dit, super, il y a une méthodologie qui nous permet, en fait, d'évaluer 16 critères d'impact en même temps. Et on avait besoin de travailler sur le carbone, mais pas que. Pourquoi pas que? Et ça, c'est un point important que Christophe a évoqué tout à l'heure, c'est le risque de transfert d'impact. Si je travaille uniquement sur le carbone, je ne vais pas voir les autres catégories d'impact et potentiellement, je vais prendre des décisions qui seront contraires à la réduction de mon empreinte environnementale globale. Et puis, on s'est dit, OK, le carbone doit être hyper important pour nous. La direction nous a demandé d'avancer et puis je pense que personne aujourd'hui n'est contre en fait le fait de travailler à notre réduction d'empreinte environnementale et notamment en fait notre réduction d'empreinte carbone. Comme ça a été introduit par Berthold tout à l'heure, nous sommes une société qui est assujettie au NFRD, c'est-à-dire au reporting extra-financier. Dans le cadre de ce reporting extra-financier, nous collections déjà des données en fait des scopes 1 et des scopes 2, des données de notre propre activité. Alors, petite particularité pour Chantel, c'est on crée, on distribue, mais aussi on produit. On a en propre en fait cette usine à l'étranger et une usine en France, ainsi que nos activités logistiques. Et donc, ces données, on les avait. L'idée, c'était de pouvoir les intégrer dans un calcul global. Et très rapidement, on est arrivé, en fait, sur un consensus avec Christophe sur l'utilisation de cette méthodologie européenne de l'OEF. L'OEF, d'un côté, on avait nos données déjà collectées sur les scopes 1, sur les scopes 2, dans le cadre de notre reporting extra-financier, et puis une partie des scopes 3, et puis on venait consolider tout ce scope 3 avec l'analyse de notre portefeuille en utilisant la méthodologie du Product Environmental Footprint. Voilà en fait la manière avec laquelle on est arrivé à utiliser la méthodologie européenne de l'OEF
pour notre reporting extra-financier. Et lorsque l'on a pu rentrer un peu plus dans le détail de la réglementation européenne du CSRD, on s'est dit, excusez-moi l'expression, mais bingo, en fait, c'est super. Sur la partie environnementale, si j'utilise mon EF, je suis en capacité quasiment de couvrir l'ensemble, en fait, des enjeux des différentes ESRS. Alors, Grégory, on est tenté maintenant de vous demander. Alors, d'abord, voilà, on a récupéré votre document, hein, donc si vous le voyez à l'écran, et vous pouvez le bouger. Hein. Alors, question qui vient, c'est comment avez-vous concrètement mis en œuvre cette approche au sein du groupe Chantel pour donc mettre en œuvre ce très intéressant que j'ai découvert hier, hein, et merci de nous le partager, votre DPEF, très impressionnant d'ailleurs, je le dis encore une fois sans flagornerie. Donc, comment avez-vous mis en place cette approche pour le rapport que vous nous montrez, et puis surtout, qu'est-ce que vous en avez tiré comme principaux enseignements? Alors, comment on l'a mis en œuvre? Pour moi, en fait, la manière avec laquelle on met en œuvre un projet comme celui-ci, c'est-à-dire d'évaluation d'impact, du portefeuille produit, puis de l'organisation dans sa globalité, c'est avant tout un énorme travail de collecte des données et de standardisation des données. C'est assez simplement la mise en place d'une équipe projet au sein de notre DSI, de nos équipes qualité et supply chain, afin de savoir quelles sont les données dont j'aurai besoin, extraites de mon ERP, extraites de mon PLM, quelle granularité d'informations je vais je vais avoir besoin d'aller chercher soit auprès de mes propres usines, soit auprès de mes fournisseurs. Ce travail a pris entre 12 à 18 mois aux équipes pour réussir à standardiser un document qui reprenne l'ensemble des éléments nécessaires pour que l'on puisse les adresser à Glimpite et que Glimpite, à l'aune de la méthodologie européenne et des bases de données qui vont de pair, puisse être en capacité d'évaluer l'impact de notre organisation et bien sûr l'impact de nos produits. Ce que l'on a retiré, alors je vais voir ça, vous en avez parlé. Voilà, grosso modo, en fait, la première étape, c'était de se dire, on a besoin d'une année de référence. L'année de référence, comme bon nombre d'entre nous, qu'on soit dans le secteur du textile, habillement ou dans d'autres secteurs, je pense que l'année 2019 était plutôt bien choisie. On ne va pas reparler des années Covid en fait qui ont suivi et qui ne permettaient pas d'avoir une photo suffisamment claire. On a décidé sur l'année 2019 de se dire, OK, on a peut-être peu d'informations sur nos produits puisqu'on n'a pas trop rétro-pédalé pour être en capacité d'évaluer selon la méthodologie PEF, mais granulaire. Et donc, on a pris une photo de notre portefeuille en 2019 avec les données dont on disposait, à savoir le poids des produits, la composition, etc. Et puis, à partir de là, on s'est dit quelles sont les données que j'ai pu collecter dans le cadre de mon reporting extra-financier qui ont été validées en fait par mon OTI précédemment. On a agrégé la totalité et on a pu créer en fait cette année de référence à adresser à Glimpite. Et les résultats que vous avez en fait à l'écran sont nos résultats pour donc l'année 2019. Et on voit, comme il était précisé tout à l'heure, que finalement, 4 catégories d'impact principales représentent quasiment 60% en fait de notre empreinte. Et je vais même jusqu'à quasiment 80% en y ajoutant en fait 2 ou 3 autres catégories. Toutes ces catégories, et c'est un peu notre particularité, et surtout ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire là maintenant, c'est que toutes ces catégories sont en lien avec de la consommation directe ou indirecte d'énergie fossile. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un simple bilan carbone aurait pu me donner les mêmes conclusions. Ça veut juste dire que dans notre cas particulier, nous utilisons notamment des matériaux synthétiques qui peuvent être produits, mais pas que, dans des pays d'Asie, qui sont transportés, qui sont utilisés en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, etc. Et donc, qui consomment de l'énergie pour être entretenus jusqu'à leur fin de vie. Et donc, on comprend assez aisément que finalement, pour nous, les catégories les plus importantes, c'était le changement climatique, l'acidification, qui est une conséquence en fait de la combustion des énergies fossiles, l'utilisation de ces ressources fossiles donc non renouvelables,
et puis les émissions de particules fines que l'on connaît aussi comme étant les conséquences de la combustion de ces énergies fossiles. Et voilà. Et pour compléter, une fois qu'on a fait ça, on a dit, OK, je sais en fait identifier mes catégories d'impact, mais à quoi sont dus en fait ces impacts? Et c'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure par Christophe et que je représente également ici. Finalement, ces catégories d'impact sont liées à mes produits, mes achats. Donc, typiquement, l'ensemble de mon portefeuille produit que je suis en capacité d'évaluer selon la méthodologie PEF, mais également mon transport, même si, j'en conviens, il est bien plus faible en fait que les produits par eux-mêmes et les matières qui les constituent. Et puis, la consommation de nos produits par les consommateurs. Dans notre cas, un produit, quand il est porté, il est lavé systématiquement. Donc, c'est de la consommation d'eau, de la consommation d'énergie, de la consommation de détergents, etc. Et puis, un point aussi qui est le déplacement de l'ensemble de nos collaborateurs pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc, ce travail, on l'a fait en 2019. Et puis, l'année dernière, on l'a fait également, en fait, pour l'année 2023. Alors, petit point particulier, oui, effectivement, on a réduit notre empreinte de 2,5 fois entre 2019 et 2023. Pourquoi? Alors, pour des raisons qui sont liées à la mise en œuvre de notre stratégie de réduction d'empreinte, bien entendu, et on y viendra juste après, mais aussi par les choix stratégiques qui ont été faits par notre société, de par des cessions d'entreprise, par exemple, ou des cessions également de portefeuilles produits qui étaient pour nous des portefeuilles lourds. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, on détenait le réseau Orcanta. Dans le réseau Orcanta, on vendait des produits qui étaient apparentés à des produits de prêt-à-porter. Un produit de prêt-à-porter est lourd. Un produit de prêt-à-porter, en fait, c'est 150, 200, 300, 400 grammes en fait par produit. Quand un produit de lingerie oscille entre 30 grammes à 150 grammes. Donc, vous voyez en fait la proportion et donc, de facto, l'emport d'empreinte lié en fait par ce portefeuille produit. Voilà, le point. Oui, allez-y, Grégory. OK. Notre démarche a été la suivante, c'est de se dire plus de 60%, voire 80% en fait de notre empreinte est liée à la consommation donc directe ou indirecte de ressources fossiles. Notre direction voulait avoir en fait être acteur de la décarbonation de son activité. Et donc assez naturellement, on s'est dit OK, on va extraire la partie émissions de gaz à effet de serre de nos résultats et on va s'engager dans une démarche auprès du Science Based Target pour valider cette stratégie. Et c'est ce qui a été mis en œuvre à partir de l'année dernière et ce que l'on va déposer à partir, en fait, théoriquement, du mois de mai ou du mois de juin. Finalement, en travaillant sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, comme les autres catégories d'impact sont intimement liées aux émissions de gaz à effet de serre, ça va nous permettre de répondre à ces 4 ou 5 catégories d'impact et donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de réduire notre empreinte environnementale globale, surtout, et ce point est extrêmement important, en évitant les transferts d'impact. L'exemple que je reprenais encore en préparant ce webinaire avec Christophe, c'est de se dire, OK, le polyamide, en fait, le polyamide, c'est synthétique, le polyamide, c'est pas bien, le polyamide, en fait, c'est un dérivé du pétrole, je vais utiliser du coton et à partir de là, je vais régler mes problèmes. Ben oui, peut-être en fait sur la dimension pure émission de gaz à effet de serre, mais pas en fait sur l'empreinte dans sa globalité, puisque l'empreinte dans sa globalité va prendre en conséquence la consommation d'eau, la consommation de pesticides, la consommation d'engrais, les risques de pollution qui sont associés, etc. Et finalement, je vais peut-être réduire mes émissions de gaz à effet de serre, mais je vais augmenter mon empreinte en fait sur d'autres catégories. Alors, avec le peu de temps qui nous reste, Grégory, je voulais vous poser une dernière question. On l'a vu, hein, l'enjeu pour vous, c'est le scope 3. Oui. Et le scope 3, ce sont vos produits. Et donc, vous nous avez parlé de la démarche, la façon dont vous avez construit cette trajectoire et défini ces objectifs. Mais la question clé, c'est comment les atteindre.
et comment avez-vous pu appréhender dans les résultats qu'on a pu vous fournir, désagrégés du scope 3, comment avez-vous pu, de quelle façon avez-vous pu les transformer en actions concrètes? Comment vous les avez choisies, ces actions, et de quelle façon elles ont alimenté votre trajectoire et les conditions d'atteinte de vos objectifs? Oui, tout à fait. Donc, premièrement, en fait, l'éco-conception chez nous se fait principalement sur l'intégralité de nos portefeuilles. On descend assez rarement produit par produit. Si on veut être efficace, il est plus intéressant d'avoir une stratégie globale sur l'ensemble du portefeuille plutôt qu'avoir une stratégie en fait fixée sur une catégorie de produits, voire ce que l'on appelle souvent dans notre secteur d'activité une capsule. Donc la manière dont on a identifié en fait finalement les raisons pour lesquelles notre empreinte était celle-ci, c'est ce qui a été évoqué par Christophe tout à l'heure, c'était de se dire ok, la teinture représente 40% en fait de notre impact global. Comment sommes-nous en capacité de travailler avec nos fournisseurs? Petit 1, en fait, c'est d'avoir des données plus précises de l'activité de nos fournisseurs. Quel type d'énergie ils consomment? Quelle quantité d'eau ils consomment? Quelle typologie de produits chimiques? Mais aussi, et c'est ce qui a commencé à être fait par nos équipes qualité, quel est le procédé de teinture? Quelle machine j'utilise? Quel est le temps en fait de teinture? Et l'ensemble de ces données nous permet déjà de passer d'une donnée moyenne qui est proposée dans la méthodologie et qui utilise les données de la base de données européenne à une donnée spécifique. Et à partir de là, on a pu se rendre compte que passer d'une donnée globale à une donnée spécifique, on gagnait à peu près 30% en fait d'impact. Et ensuite, de travailler main dans la main avec nos fournisseurs sur la méthodologie de réduction de leur propre impact qui, de facto, en fait, s'applique à notre impact en Scope 3. Ça, c'est juste un exemple. Après, sur les matières, effectivement, c'est l'incorporation de matériaux recyclés en gardant nos matières cœur, à savoir le polyamide notamment et l'élastane dans le cadre de nos produits de corsetterie et de bain. Et puis, de travailler aussi un peu au transport parce que même s'il ne représente que 8% en empreinte, il représente un peu plus sur la partie carbone pur. Et on a une spécificité, c'est que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on est propriétaire d'une partie en fait des usines qui fabriquent nos produits, et donc on a la connaissance assez fine des transports ayant lieu entre les fabricants de nos matières à destination en fait de nos entrepôts vers nos usines, de nos usines vers nos entrepôts de dispatch retail wholesale, et ensuite d'envoi sur l'ensemble des points de vente. Merci beaucoup Grégory. Donc juste d'abord pour votre témoignage, pour votre présence, et puis surtout pour le caractère très 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 éclairant de ce que vous nous dites. Et pour conclure cette séquence et passer à la partie questions, je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, en montrant comment cette méthode permet véritablement d'aller trouver les vrais leviers et aussi le chemin vis-à-vis des fournisseurs qui sont clés, évidemment, parce que votre empreinte ne peut pas diminuer si celle de vos fournisseurs ne diminue pas et si vous ne prenez pas les bonnes décisions dans un ensemble qui doit prendre en compte également vos contraintes, qu'elles soient économiques ou industrielles. Donc, nous avons trouvé, et merci encore une fois Grégory, intéressant de vous montrer, voilà, l'application, j'allais dire, concrète de cette approche. On peut peut-être dire, sous votre contrôle, Grégory, que évidemment, son rapport au titre de l'application de la directive CSRD, qui sera nourri par tous ces éléments, et notamment avec cette vision systémique des différentes composantes des catégories d'impact qui sont demandées par la directive CSRD. Voilà. Eh bien, Max Hervé, Louis et peut-être Denis maintenant, le moment est venu pour aborder les questions. Oui, tout à fait. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous propose de commencer par une première question très concrète qui a peut-être fait l'objet d'un certain étonnement. C'est, on a entendu que 27% de l'empreinte était sur le carbone, et donc les questions étaient plutôt quelle est la part des autres catégories d'impact. Alors bien sûr, ça va dépendre des secteurs, des types de produits ou des organisations,
mais est-ce que peut-être que Grégory sur le textile et peut-être aussi que Christophe sur un autre secteur pour illustrer, vous pouvez donner un peu quelques exemples? Alors, attention, hein, il faut ne pas confondre le résultat qu'on a montré pour le cas de Chantel. Hein. Alors, peut-être qu'on peut regarder la répartition, Chantel, pardon, Grégory, non pas Chantel, si trouver le bon slide, voilà. Hein. Je vais vous laisser le commenter. Donc, il ne faut pas confondre le résultat qui donne la répartition, enfin, la structure de l'empreinte Chantel par catégorie d'impact et la façon dont le score est calculé, qui, lui, est l'issue de l'application de la formule de pondération des différentes catégories d'impact prise en compte dans la méthode. Vous voyez ? Autrement dit, la méthode impose de mesurer les 16 catégories d'impact, dont l'empreinte carbone, avec des méthodes de caractérisation que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, pour faire le score, comme vous avez 16 résultats exprimés dans des unités différentes, on fait ce qu'on appelle une opération de normalisation pour mettre tout ça au même niveau. Et ensuite, on applique une formule de pondération telle que la méthode le fixe, hein, qui fait partie clairement de la méthode, et c'est par l'application de cette formule de pondération qu'on obtient des résultats et qu'on peut ensuite faire ce camembert de répartition des catégories d'impact. Et il se trouve que pour le cas de Chantel, Grégory a cité les 4 ou 5 catégories d'impact qui contribuent 80% de son impact. Si la question était, dans le score méthodologique, quels sont les coefficients de polarisation? Je ne les connais pas tous par cœur, mais en gros, chacun est affecté d'une coefficient définie par la science dans le cadre de cette méthode, d'où l'importance, vous l'avez bien compris, d'avoir une méthode normée, parce que si tout le monde calcule de façon différente, rien n'est comparable. Hein. Et cette pondération, dans la méthode, elle a été conçue par, notamment sous l'égide du JRC, donc le Joint Research Center de la Commission européenne, avec la prise en compte de différents paramètres, notamment l'importance qu'on peut accorder à chacun des dommages ou de ces catégories d'impact de l'activité humaine sur la planète. Voilà. Du coup, Christophe, vous avez répondu, c'est parfait, vous avez répondu à une autre question que j'allais vous poser. Ah bon, parfait. Comment est-ce qu'on réunit tout ça dans un seul score avec des micro-points? C'était une des questions. Comment est-ce qu'on pondère? Bon, je pense que vous avez plutôt pas mal répondu. Après, on rentre dans quelque chose de très technique et qui permet en même temps de démontrer à quel point c'est important d'avoir un consensus de scientifiques sur ce sujet. La question était davantage de savoir si on considère que 27% de l'empreinte, par exemple, c'est le carbone, les autres catégories d'impact pèsent pour combien en moyenne, si on prend un textile, par exemple? Alors, écoutez, en gros, je pense que la répartition, peut-être que Grégory, vous pouvez montrer la répartition qu'on a obtenue, elle n'est pas tout à fait la même, mais en gros, les principales catégories d'impact qui ressortent pour l'industrie textile, ce sont effectivement l'empreinte carbone, les émissions de particules fines, l'utilisation des ressources fossiles, et il doit y avoir l'eutrophisation et évidemment la consommation des ressources en euros. C'est en gros, parmi les 16, pardon Grégory, excusez-moi. Oui, non, je me permets juste, en fait, c'est que là, on est tous d'accord, en fait, on est focus, en fait, sur le cas de Chantel par rapport à notre catégorie, en fait, de produits où, comme je le précisais tout à l'heure, nous sommes des consommateurs quasiment uniques de polyamide et d'élastane, puisque en très, très grande majorité, la lingerie, corsetterie et les produits de balnéaire utilisent ces typologies, en fait, de matériaux. Je pense que si on prenait le même exercice réalisé par nos confrères que je citais tout à l'heure de Decathlon, de Lacoste, etc., on n'aurait pas la même répartition. Les émissions de gaz à effet de serre en feraient partie, peut-être pas dans ce niveau-là, mais les autres catégories d'impact seraient certainement différentes. Absolument, Grégory, c'est ce que je disais. En gros, ce que je vous donne, je n'ai pas donné de répartition, mais en gros, celles qui ressortent le plus sont celles que je viens de citer. Empreinte carbone, utilisation des ressources fossiles, émission de particules fines, utilisation des ressources en eau, eutrophisation. Voilà, en gros, parmi les 16, celles qui contribuent le plus pour le cas de l'industrie textile et pour le cas d'une entreprise plus générale, parce que Grégory a raison, Chantel est un cas encore, j'ose pas dire atypique, mais particulier quand même, hein, en utilisant beaucoup de matières d'origine synthétique, notamment. Et
Du coup, Christophe, est-ce que vous pouvez donner une illustration sur un autre secteur d'activité, puisque cette méthode s'applique potentiellement à tous les secteurs d'activité, c'est pas spécifique textile, Ouais. histoire de bien illustrer les écarts? Bah, écoutez, dans l'agroalimentaire, on va trouver une répartition encore différente avec le changement climatique qui n'est pas forcément nécessairement la première catégorie d'impact. Hein. Il faut tenir compte là de l'utilisation des ressources fossiles. Il faut tenir compte de l'utilisation des terres agricoles, hein, toute la problématique à la fois de l'utilisation des terres agricoles, donc de l'espace cultivé. La problématique de la déforestation est englobée dans la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre, hein, puisque dans la méthode de caractérisation de la méthode PEF, on va tenir compte des émissions, mais également de celles dues à des changements d'occupation des terres. Hein. Donc voilà en gros. Donc c'est vrai que votre question de Denis montre qu'effectivement une vision comme celle multi-catégorie d'impact de la méthode PEF donne effectivement par grand secteur d'activité des résultats souvent très différents. Avec des enjeux qui ne sont pas de même nature. Je vais aussi reposer une question qui est arrivée là sur le chat, même si Grégory a déjà répondu partiellement, mais ce qui peut parfois peut-être un peu faire peur, c'est la difficulté à collecter la data. Grégory a évoqué une équipe qui s'était mise en place. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur le sujet, aussi se dire, et si on n'arrive pas à tout collecter, qu'est-ce qui se passe? Alors, Grégory va donner son point de vue parce que nous avons fait l'expérience avec lui. Je dirais simplement une chose très importante pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que n'imaginez pas une seconde que le fait d'adresser 16 catégories d'impact va consister à ce qu'on ait 16 fois plus d'informations à collecter. Pas du tout. Les informations que vous collectez pour faire votre bilan carbone sont suffisantes. On ne vous demandera pas quasiment rien de plus que celles nécessaires pour adresser les 16 catégories d'impact. Tout simplement parce que dans l'implémentation que nous avons fait, nous, chez Greenpact, de la méthode, les données d'activité sont les mêmes. Hein, vos consommations électriques, les matières que vous utilisez, les process de production, tout ça, c'est le même type de question. Donc, d'abord, ça c'est la première chose que je voulais dire. Non, le recours à une méthode systémique comme l'OF ne signifie pas plus d'informations à collecter. Par contre, et ça je parle sous le contrôle de Grégory, il est effectivement clair que l'enjeu de la collecte d'informations au bon niveau est un enjeu majeur. C'est souvent la première difficulté. Mais moi je dirais, et Grégory me dira si je me trompe pas, on va dire, c'est comme la piqûre, hein, quand on vous pique ça fait mal, et puis après on ne sent plus rien, quoi, en gros. C'est-à-dire que la première séquence où on va collecter l'information, c'est ça ce qui est le plus difficile. Et encore une fois, Grégory, vous donnerez votre point de vue. Mais l'intérêt de la méthode, c'est qu'elle ne vous dit pas collectez tout, elle vous dit ce qu'il faut collecter. Donc on a, avec Chantel, déjà défini, d'abord, on a modélisé l'ensemble des entités de Chantel, et ensuite on a identifié les informations à collecter. Et alors ensuite, pour répondre à ta question, Denis, il y a deux niveaux de collecte. Il y a le niveau le plus important qu'on ne réclame pas pour le plaisir de vous embêter, mais tout simplement, plus le niveau est bas, plus vous trouverez des critères d'éco-conception. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vous dis que l'un des principaux spots pour Grégory, c'est le process de teinture, s'il ne peut pas me dire où est fait ce process de teinture, quelle quantité d'énergie électrique et thermique est consommée, alors évidemment, on a moins de leviers. Alors, pour répondre à la question de Denis, quand vous n'avez pas l'information, nous avons des bases de données, on appelle ça les bases de données secondaires, où on va faire des scénarios plausibles par lesquels on va commencer pour avoir une vision globale. Et sur cette base, dès lors qu'on voit les facteurs effectifs, on va aller collecter l'information plus précisément pour aller chercher un levier d'éco-conception, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégory, mais vous l'avez vécu, vous allez le dire beaucoup mieux que moi. Mais en fait, la collecte des données, c'est un long chemin. Ça ne se fait pas en fait du jour au lendemain, mais je pense que c'est comme tout projet. En fait, on a besoin de faire un état des lieux. De quelles données on dispose à l'heure actuelle dans notre processus?
J'évoquais tout à l'heure quelles sont les informations qui sont stockées, par exemple, dans nos ERP. Quelles sont les données qui sont stockées dans nos PLM? Ce sont les outils internes. À partir de là, en fait, c'est le partage avec les équipes de Glinpact et de se dire quelles sont les données spécifiques qui pourraient avoir un impact important que je devrais en fait être en mesure d'aller chercher auprès de mes fournisseurs. Et puis on y va étape après étape et effectivement, dans un premier temps, c'est assez macro et ensuite on affine saison après saison, dans notre cas, en fonction des collections, pour aller chercher de l'information pertinente. Et on se dote, par exemple, d'outils de traçabilité nous permettant de collecter cette information et aussi de la sécurité. Une question, Grégory, toujours pour alimenter la réponse à la question de Denis. Vous avez dit tout à l'heure que le fait d'avoir collecté des informations plus spécifiques avait permis d'être à l'origine de votre gisement de réduction de l'impact, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ce qu'on a vu dès la première saison avec quasiment 30% de réduction d'impact sur le portefeuille qui a été évalué avec des données spécifiques versus des données moyennes. Voilà, Denis. Ok, j'ai d'ailleurs une question qui vient d'arriver en direct sur le sujet. Là, quelles sont les bases de données d'impact en conformité avec le PEF-OEF et est-ce que EcoInvent en fait partie? Alors, bonne question. Alors d'abord, lorsque vous utilisez, comme nous le faisons, les méthodes OF-PEF, pour vous en réclamer, il faut absolument respecter les exigences de ces deux méthodes qui précisent non seulement la méthode à appliquer, j'en ai parlé, mais également les bases de données secondaires à utiliser. En l'occurrence, pour répondre à la question, ce sont les données de l'Union européenne. L'Union européenne a mis en place une base de données auxquelles ont accès tous les acteurs, comme nous ou d'autres, hein, mais sous réserve qu'elles soient strictement utilisées dans le cadre de l'OF ou du PEF. Alors, ces données comprennent des données venant de différentes sources, mais qui ont toutes un point commun. Elles sont mises au format qu'on appelle le format EF Compliant, Environmental Footprint Compliant, qui est le format qui permet de vérifier que ces données secondaires ont été élaborées elles-mêmes en suivant les exigences de la méthode PEF. Alors, est-ce qu'il y a des données EcoInvent dans cette base de données? Oui et non. Alors, je vais vous dire pourquoi je dis oui et non. Non de façon directe, parce que les données de la base EcoInvent ne sont pas directement EF compliant, mais dans le package des données que fournit la Commission, certaines données ont été produites par EcoInvent qui les a mis au format EF compliant. Donc en fait, il y a dans le package de la base de données de la Commission européenne des données qui ont été fabriquées par EcoInvent. Mais si vous prenez les données EcoInvent brutes, qui sont de très très bonnes données, entre parenthèses, hein, qu'on utilise, il faut, pour les utiliser, enfin pour qu'elles soient PEF compliant, il faut simplement les traiter, ce que nous avons fait, pour les rendre accessibles. Donc, nativement, la base EcoInvent telle qu'elle est commercialisée par EcoInvent n'est pas directement F compliant, mais par contre, il y a des données EcoInvent dans la base de données européenne. Je rappelle d'ailleurs que cette base de données est gratuitement accessible, un peu complexe à exploiter, mais gratuitement accessible pour tous ceux qui les utilisent dans le strict cadre des référentiels européens. Très bien, ok. Une petite précision aussi, il y a eu des questions sur PEF, OEF, entreprise de production, entreprise de service. Est-ce qu'il faut passer par du PEF pour avoir son OEF? Est-ce que peut-être Louis peut faire une petite précision sur le sujet? Donc, en fait, la question par rapport à la CSRD, de savoir quelle méthode employer, va dépendre effectivement de la nature de vos activités. Et effectivement, si vous n'avez pas de produit, vous pouvez pas faire, ça n'a pas de sens de faire c'est par le PEF. En revanche, ce qui va être déterminant, en fait, c'est dans l'analyse de double matérialité. Est-ce que vous avez des impacts environnementaux? On peut être une entreprise de service et avoir des impacts environnementaux très importants. Par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie, on voit un service qui est une nuitée. Et ben, on a l'hôtellerie, un secteur qui est très carboné, par exemple. Donc, l'OEF, dans tous les cas, elle va être pertinente à partir du moment où on a des impacts environnementaux. Elle permet de faire la mesure de l'empreinte environnementale globale pour l'organisation. Alors que le PEF, ça sera vraiment pertinent quand on a des produits, effectivement. Si je puis me permettre de compléter juste, mais c'est tout à fait juste ce qu'a dit Louis, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté chez ceux qui nous écoutent, en fait, l'OF, comme l'a dit très bien Louis, c'est la méthode de référence pour
l'analyse d'empreinte environnementale de toute organisation, quel que soit le secteur d'activité, toute organisation. On utilise le PEF quand effectivement on a des produits, mais on peut tout à fait faire un OF sans véritablement descendre jusqu'au niveau du PEF. Je prends un exemple. Il se trouve que pour Chantel a souhaité avoir un niveau d'analyse PEF de ses produits pour reconstituer son scope 3 et avoir une vision globale. Ça, c'est le cas idéal. Mais le groupe agroalimentaire que j'évoquais juste après, dans mon intervention, ils avaient à peu près 3600 produits. Et on n'avait pas encore la possibilité, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour qu'on applique le PEF pour tous les produits. Donc la méthode EF, dans ce cas-là, propose de faire une première approche plus simplifiée, mais qui est tout aussi efficace, qui consiste à segmenter votre portefeuille de produits. Donc typiquement, dans ce cas-là, on a passé de 3000 produits à 42 catégories de produits. On a pris un produit représentatif pour chaque catégorie et on a appliqué le PEF uniquement pour les produits et on a multiplié par les volumes pour désagréger le scope 3. Donc en gros, l'OF est la méthode de référence. Le PEF, on y a recours quand on a des produits ou bien au niveau de produits représentatifs pour ne pas être obligé de tout modéliser si vous ne le souhaitez pas. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout pour justement trouver des leviers d'éco-conception, surtout pour les entreprises manufacturières. Mais là encore, ça se fait par étapes. Au même titre que Grégory vous a expliqué qu'on a fait une première étape de collecte, puis ensuite une deuxième. Au même titre, vous pouvez faire l'OF de base, un PEF simplifié par catégorie de produits. On regarde quelles sont les catégories de produits qui pèsent le plus, et c'est sur celles-là qu'on va les détailler et faire l'éco-conception ou sur un groupe de produits. Voilà. Donc l'OF est la méthode de référence. Elle inclut le PEF. Très clair. On va arriver là au bout du timing. J'avais une petite question au départ sur les secteurs concernés par la nouvelle norme sectorielle prévue à juin 2024, sur la visibilité, sur la montée en puissance de ça. On sait qu'il y a le textile qui va arriver, qui est peut-être un peu repoussé. Est-ce qu'on a une vision claire du sujet ou pas? En fait, initialement, le calendrier était publication en juin 2024. La Commission, avec le Parlement européen et le Conseil de l'UE, se sont accordés pour décaler de 2 ans la date d'adoption par la Commission des normes sectorielles. Donc, effectivement, il y a un peu plus de marge par rapport à l'adoption de ces normes. Pour autant, l'EFRAG a déjà entamé des travaux sur les différents secteurs d'activité et va publier cette année des recommandations sur les secteurs qui sont considérés comme à fort impact. Donc, les activités en amont, en aval du pétrole et du gaz, l'extraction minière, les activités de carrière, les activités de charbon et aussi les travaux de recherche sur les normes du secteur financier, banque, assurance, marché financier, compte tenu de leur rôle pour atteindre les objectifs de finances durables. Donc, c'est ces secteurs en priorité qui vont sortir, mais le textile, effectivement, est aussi identifié comme un secteur sur lequel l'EFRAG est en train de travailler, tout comme le transport, l'automobile et un certain nombre d'autres secteurs où on sait que les impacts sont importants. Donc, il faut différencier la publication des normes sectorielles par la Commission, qui sera donc effectivement en 2026, et la publication des recommandations par l'EFRAG, qui devrait intervenir du coup dès 2024, et puis s'échelonner dans le temps jusqu'à 2026 avec différents secteurs en priorisant les secteurs à fort impact en premier. Ok, je vous propose juste d'avoir le petit mot de la fin pour respecter le timing. Christophe, Max Hervé? Eh bien, normalement, c'était à moi de conclure. Max Hervé, mais tu veux peut-être dire quelque chose avant? Non, vas-y, Christophe, il nous reste 1 minute. Bon, eh bien, écoutez, merci, excusez-moi, d'abord aux intervenants, Grégory, pour sa présence et le choix de Chantel de partager son expérience. Merci à Louis et Max Hervé et Denis. Moi, je voudrais juste conclure en vous disant que, vous savez, mettre en œuvre la démarche CSRD, c'est une belle aventure. Et Bartel l'a encore expliqué, hein, c'est une opportunité pour revoir un certain nombre de démarches ou de process. S'agissant de la partie environnementale, je pense que cette approche systémique donne les clés non pas de l'évaluation, mais les clés on va dire, des enseignements de cette évaluation en termes de plan d'action et d'objectifs. Voilà. Et je voulais juste dire que je suis ravi de prendre
cette opportunité pour souligner le partenariat que nous avons noué, Bartel et nous-mêmes, pour justement accompagner les entreprises, pour mettre en œuvre cette comment dirais-je, cette directive très structurante. Nous, Bartel sur la partie accompagnement de l'entreprise générale et nous sur ce volet environnemental, comme vous avez pu le découvrir dans le travail que nous avons pu faire pour accompagner le groupe Chantel. Voilà. Donc, cette directive et cette approche systémique ouvrent, nous semble-t-il, beaucoup de perspectives pour les entreprises qui veulent rentrer dans l'ère de la transition écologique, la vraie, celle-là. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci Bonne beaucoup. journée. Christophe. Bonne journée. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée à tous.